Bonsoir à tous et merci de votre présence. Lorsqu'Yves Michaud m'a demandé d'assurer une conférence en tant que professeur du secondaire sur les raisons de défendre à l'école l'enseignement des humanités, c'est-à-dire au sens ordinaire du terme l'étude du latin et du grec, j'ai été inquiète car le titre impliquait une position défensive, comme si cet enseignement n'allait pas de soi. Lorsque j'ai reçu le cadrage et l'orientation du cycle de conférences, Yves Michaud a précisé qu'il ne voulait pas faire donner un cortège de pleureurs et de pleureuses. Ce ne sera effectivement pas le cas ici. En effet, les vertus formatrices intrinsèques du latin et du grec font de ces deux disciplines par nature un outil tonique qui se défend par lui-même et dont on exposera ici les effets positifs. En effet, l'étude des langues anciennes joue un rôle capital. Le latin et le grec font en quelque sorte changer de monde l'élève que nous instruisons. Si l'on utilisait une image issue de l'histoire du latin et de celle du français, on pourrait dire que l'élève passe en quelque sorte, grâce aux langues anciennes, de l'orteil à l'article, une expression qui aurait pu être un sous-titre de cette conférence. Orteil et article sont en effet des doublets, deux mots français issus d'un même mot latin, articulum, petite articulation. Le premier, évidemment, orteil est familier, populaire. D'ailleurs, il est matiné de gaulois, il désigne simplement une partie du corps. Le second est savant, il a été introduit à la Renaissance pour enrichir le français des termes abstraits qui lui manquaient. Et effectivement, l'apprentissage des langues anciennes permet à l'élève d'effectuer un parcours intellectuel qui d'ailleurs pourrait aussi être celui d'autres disciplines et le modèle d'autres disciplines. Un parcours intellectuel le menant de l'orteil, un élément proche, corporel de son environnement concret, trivial, tout à fait immédiat et sans aucune conscience personnelle, jusqu'à l'article, un mot miroir du premier, mais complètement différent, parce qu'il ne s'agit plus d'un élément immédiat, mais un élément grammatical, d'analyse et de réflexion sur le langage. Il permet de désigner, de ranger dans une catégorie. Il y a des articles définis, articles indéfinis. Il désigne aussi, si un mot est substantif, son absence signalera l'adjectif. En fait, on demande à l'élève, on va l'aider à mener une opération abstraite d'appréhension du monde et de recul critique par la conscience des ressources du langage et de la pensée. L'image anatomique et culturelle et linguistique se double d'une image culturelle. Cet arrachement provisoire à soi du monde immédiat de l'élève par l'étude des langues anciennes, des langues tout à fait étranges, conduit à une pensée autonome, avisée, émancipée des représentations immédiates, puisque l'immédiateté est impossible, mais elle fait aussi accéder à la dimension historique et humaine que véhiculent les mots, le langage, les textes de l'Antiquité. Et grâce au latin et au grec et à leurs œuvres, l'élève, à son tour, entre dans le creuset de la longue lignée qui a débattu de l'expérience de l'humain et cherché à la mettre en forme. On s'attachera donc ici à montrer concrètement les bienfaits que retire un élève des langues anciennes, bien loin des représentations négatives qui leur sont habituellement attachées. Mais cela n'empêche pas la lucidité, car si l'on parle de défendre les humanités, c'est qu'elles sont attaquées. Il ne s'agit pas d'un vice consubstantiel. C'est l'institution elle-même qui pourtant aurait dû être leur garant qui s'en charge. On verra dans la dernière partie de cet exposé la responsabilité capitale de l'école dans le maintien ou la suppression de cet apprentissage fondateur. L'abandon pratiqué par l'institution est tout à fait infondé. Nous verrons à quel point les langues anciennes constituent le présent des élèves, contrairement à un préjugé répandu, et ce présent, l'école doit s'en occuper. On dit par exemple que les langues anciennes seraient anciennes. Et à ce titre, selon une opinion répandue, on devrait les éliminer du cursus actualisé d'élèves qu'évidemment on va appeler modernes. Mais si l'on poussait ce raisonnement à l'extrême, dans l'école, il faudrait supprimer toutes les disciplines et toutes les connaissances qui se sont développées dans le monde gréco-romain. Il faudrait évidemment commencer par supprimer l'alphabet, mot trop marqué de ses origines grecques, alpha et bêta, et bien sûr revenir à l'idéographie. Supprimer le théorème de Thalès, la géométrie d'Euclide, les tables de Pythagore, retirer au droit ses racines romaines. On voit bien sûr, que le parallèle absurde ne tient pas.
La science actuelle s'appuie sur les sciences antiques, comme les langues actuelles, le français plus particulièrement, contiennent les langues et les racines antiques. Et la conscience linguistique, finalement, c'est la fille bien comprise d'un enseignement du latin et du grec. Amputer les connaissances de leurs composantes anciennes est bien sûr impossible et d'autre part destructeur. Autant dire qu'il faudrait également supprimer l'enseignement de l'histoire. Quand j'ai rédigé cette conférence, je l'avais écrit cela comme une boutade, mais on voit en fait qu'il faut être vigilant puisque parmi les hypothèses de la réforme du lycée, il est question en ce moment de rendre facultative l'étude de l'histoire en première et en terminale. Lorsque l'on condamne les langues anciennes dans le cursus scolaire, cela relève de la malveillance et des préjugés et parfois de l'ignorance. Cette condamnation relève également de la contradiction. Pourquoi est-ce qu'il faudrait refuser dans l'école le passé qui fascine le grand public? On a vu qu'au mois de mai, lorsque en Arles, un buste de César a été découvert, il a fait la manchette des journaux, il était en première page du Monde, on a vu cette sculpture et une passion, des articles passionnés ont paru. Est-ce qu'il faudrait penser que cette passion actuelle pour l'archéologie, il ne faudrait pas dans l'école la faire passer par une passion pour les langues anciennes et que les chapitres de la guerre des Gaules valent autant qu'un buste de César? Évidemment, la modernité et l'ancienneté ont partie liée. Les progrès d'analyse historique et anthropologique permettent de mieux comprendre et d'interroger les traces et les textes de nos origines. L'ignorer signerait le refus d'une modernité bien comprise. La vraie modernité, c'est bien sûr celle qui est capable, par ses progrès, d'une relecture toujours plus avertie de son passé. Les langues dites anciennes, comme tous les autres champs de la connaissance humaine qui sont soumis à la recherche et qui sont toujours objets de recherche, ne sont pas une survivance datée. Assimiler leur âge à une obsolescence est une erreur grossière. En effet, ce n'est pas l'ancienneté qu'il faut juger, mais c'est leur vitalité, leur efficacité dans les processus langagiers, puisque les langues anciennes redonnent aux élèves la conscience et l'usage de leur propre langue maternelle. Des processus intellectuels également, elles les mettent en possession de méthodes et elles forment leur esprit. Et également des processus culturels essentiels, elles donnent aux élèves les connaissances nécessaires à l'exercice de leur humanité. Ce sont ces trois aspects positifs des langues anciennes que nous allons voir successivement, en commençant bien sûr par la réappropriation de la langue française, ou même des mots, du lexique et de la syntaxe, procurés par les langues anciennes. Les premiers cours de latin et de grec étonnent les élèves. Ils voient les différences avec leurs habitudes françaises. Le premier alphabet latin n'a ni Y, ni Z. Le second ne comportera jamais ni J ni V. L'ordre des lettres grecques n'est pas le même qu'en français ou en latin. L'alphabet grec étonne et plaît par son étrangeté. On voit même des collégiens commencer à échanger des mots entre eux, bien sûr écrits en alphabet grec pour que leurs camarades qui ne sont pas hellénistes ne les comprennent pas. Mais bien sûr, il faut que l'élève apprennent à écrire cet alphabet, qu'ils fassent des lignes comme au cours préparatoire, et même parfois qu'ils réapprennent à lire, puisque la lecture des mots grecs ne peut être ni globale, ni semi-globale, quand on plonge dans un inconnu presque total. Le principe alphabétique y reprend donc tout son sens. Il n'est pas rare de voir, lorsqu'on a des grands débutants en grec au lycée, de voir qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils ne savent pas vraiment lire le français. Et en apprenant à lire le grec, ils se rééduquent eux-mêmes, s'apercevant que leur pratique de la lecture n'est pas opératoire. Ainsi, l'étrangeté radicale de l'alphabet grec procure un recul salutaire. Et là, il faut insister sur le rôle capital de l'incompréhension et même de l'altérité. On dit que les langues anciennes sont étranges, oui, c'est leur vertu. Les élèves ne connaissent aucune lettre grecque. Ils connaissent bien sûr le alpha, le delta majuscule, le pi bien sûr. Mais ils ne connaissent rien d'autre et ils vont se réapproprier ces éléments familiers et accéder aux autres. Donc le code nouveau qu'ils pratiquent réactive et interroge un code qui était déjà familier, leur pratique de l'alphabet.
Et toutes les découvertes sont pour eux un plaisir. Ainsi, ils découvrent avec stupéfaction que le Y est grec, que le pi de la géométrie ne relève pas d'un choix aléatoire. C'est la première lettre de périphérie à la circonférence. Ainsi, ils prennent brutalement conscience de la matérialité des mots. Alors, il ne s'agit pas de naïveté, mais les élèves s'aperçoivent que leurs données de l'école primaire, enregistrées de façon mécanique, étaient certes opératoires, mais n'étaient pas un véritable processus. Donc, l'enseignement des langues anciennes vivifie complètement ce savoir resté figé. Le rapport à l'orthographe en est modifié. Là où l'élève, parfois, à l'école primaire ou au début du collège, ne voyait que des signes arbitraires, les mots se mettent enfin à exister. Et si l'orthographe a une origine et une histoire, que l'on sait bien chaotante, mais qui est une histoire, la langue française cesse d'être ce tissu d'embûches qu'on présente trop souvent. Dans Hydrophile, par exemple, la distribution du H, du Y et du I, qui dérive de l'alphabet grec, ne leur paraît plus capricieuse. Et leur réappréhension du français, qui passe par la langue ancienne, moteur d'acquisition et de compréhension, va être en même temps pour eux un moyen d'appréhender l'histoire des autres langues européennes. Les élèves ensuite en langue ancienne s'intéressent à l'étymologie. Parfois, les études étymologiques sont reprochées aux professeurs de langues anciennes. On pense finalement que les dictionnaires, la consultation d'Internet suffirait pour savoir l'origine des mots. Mais on sait bien quand on enseigne qu'il faut que les choses aient été présentées, expliquées aux élèves pour qu'elles leur soient familières et même comprises. On ne peut pas comprendre le Gaffio, dictionnaire de latin, le Bailly, dictionnaire de grec, si on n'a pas bien sûr eu des explications, une imprégnation et une étude de ces langues. L'école doit donc se charger de l'étymologie de façon précoce. On sait très bien que l'élève d'aujourd'hui, faute d'un horaire suffisant de l'étude du français, depuis les classes primaires jusqu'au collège, où l'horaire d'étude du français est complètement fondu, est absolument démuni de lexique dans sa langue maternelle, en quantité et aussi en qualité d'appropriation, en qualité de précision, par exemple. Donc souvent, l'élève qui est conscient de ces lacunes est satisfait de les combler par les langues anciennes. En plus, le savoir qui lui est présenté ainsi n'est pas un savoir livresque, compilateur, ce ne sont pas des choses à apprendre par cœur, mais ce sont des mots en relation avec leur langue maternelle et qui ainsi deviennent vivants. Les élèves acquièrent la compréhension raisonnée des racines, des familles, de la formation des mots et aussi une certaine autonomie personnelle. Au bout de quelques mois de langue ancienne, ils sont capables de comprendre par eux-mêmes un mot scientifique si les racines des langues anciennes leur sont connues. Et le travail étymologique comble en partie la détresse, le désarroi qu'éprouvent souvent les élèves lorsqu'ils se trouvent démunis dans leur capacité langagière. Et bien sûr, c'est une détresse qu'il ne faut pas régler par la compassion, mais par l'instruction. Outre le contact avec l'alphabet, le contact des élèves avec les langues anciennes joue aussi sur la conscience et la connaissance du français. Ils apprennent certes des mots latins et grecs, mais ils réapprennent aussi le français et sont heureux de voir que le français manipule toujours des mots latins. Le collégien verra le lavabo, le prospectus, le lycéen parlera de consensus ou de quidam. Notre vocabulaire courant, de la bouteille thermos jusqu'au larynx, où la terminologie scientifique du français sont souvent de simples translittérations de latin et de grec. Et les élèves sont heureux de faire d'étudier des disciplines qui leur permettent de mieux comprendre ces mots courants. Et les élèves dont le français n'est pas la langue maternelle sont heureux d'apprendre ces mots et leurs camarades francophones, eux aussi, y trouvent un précieux soutien. Nos élèves, surtout les uns et les autres, nouent surtout une vraie relation avec leur langue, celle qui manque cruellement souvent aux élèves. L'étymologie leur assure, comme l'alphabet leur assurait pour les lettres, que le mot n'est pas une forme vide, un produit arbitraire d'une histoire absente, mais c'est une nécessité historique et réfléchie. La Renaissance, par exemple, a fait des racines anciennes le réservoir toujours productif de l'appellation de réalité nouvelle et qui serait restée proprement anonyme ou innommable sans le latin et le grec. Et ce geste de recréation a continué après elle.
Les langues vivantes puisent dans le réservoir lexical des langues dites mortes, mais qui ne le sont pas, pour combiner des racines anciennes qui désignent, par leur association inédite et donc nouvelle, les découvertes et les inventions modernes, l'électricité, le téléphone, le magnétoscope, la vidéo, toute la science, toute la technique par le grec. Toute la médecine émergeait elle aussi d'une langue qui l'a permise par le grec, y compris pour les techniques les plus récentes. L'endoscopie, l'échographie émanent de racines grecques combinées qui ne sont finalement qu'une transcription d'un alphabet à un autre. Et la récente EPO, l'érythropoïétine, a été baptisée aux racines grecques. Cela signifie fabricante de rouge. Et bien sûr, le sens est immédiat pour qui pratique les langues anciennes. Le clone, qui en grec signifie rejeton, jeune branche, n'échappe pas à la règle. Et cet enrichissement de la langue transcende les frontières. On ne parle pas seulement du français, mais des autres langues européennes, du moins dans la partie qui concerne le vocabulaire des sciences. Les sciences ont un vocabulaire commun en Europe et c'est un puissant facteur de communication et d'échange disciplinaire. Le sens de ces termes fait l'objet d'un consensus et ne demande pas de traduction. Et d'ailleurs, la terminologie naturaliste de Linné au XVIIIe siècle, en latin, a été conservée intacte pour son universalité et sa simplicité. Elle a été en effet adoptée par les Asiatiques. Et dans les jardins botaniques, le latin explique. Ainsi, le travail étymologique lié aux langues anciennes revêt plusieurs fonctions essentielles et surtout qui sont absentes des autres disciplines de la scolarité. À l'heure où le langage vacille, l'étymologie montre bien que le mot est à la fois une expression contemporaine et dépositaire par sa racine ou sa composition d'une histoire passée qu'il contient encore puisqu'elle le modèle. La découverte des doublets par les élèves est à cet égard exemplaire, puisqu'ils combinent à la fois des formes datées, formes anciennes, formes de la Renaissance, un geste volontariste de création langagière, c'est l'enrichissement de la langue au XVIe siècle, et il montre aussi l'histoire des mentalités. C'est ainsi que hôpital et hôtel ont la même racine, ou bien mobile et meuble. De quoi expliquer aux élèves, plus tard en première et sans contresens, le code noir, où les élèves sont proclamés bien meubles. Les doublets expliquent aussi le rapport entre captif et chétif. Bien sûr, on pourrait enseigner à froid ce contenu sémantique, mais sans la connaissance du latin et du grec, il va rester une pure érudition, purement livresque, et surtout dépourvue de signification et de poids, et de l'épaisseur humaine nécessaire à l'acquisition d'un savoir littéraire. Cette familiarité avec la langue se double d'un effet paradoxal, c'est qu'en même temps, elle éloigne la langue de l'élève qui étudie le latin et le grec. Et finalement, les langues anciennes et la langue maternelle, le français, deviennent des objets d'étude et l'élève envisage sa langue sous un autre angle tout à fait profitable et plus expressif. Les apprentissages qu'il fait dans les autres matières, l'apprentissage des langues européennes, sont aussi facilités par ce travail de latin et de grec, puisque les racines, évidemment, sont communes à la plupart des langues européennes. Les racines latines et grecques sont communes à la plupart des langues européennes. Un exemple, la racine ste ou sta du grec, qui signifie se tenir debout, se retrouve dans le latin stare, dans le français stable, l'allemand stehen, l'anglais stand, l'espagnol estar, et l'élève fait le lien entre toutes ces langues. Et il acquiert aussi la notion plus abstraite de langue elle-même. La langue est à la fois un présent de la communication et de l'expression, et un passé qui la modèle et qui l'enrichit. Les faux amis en langue étrangère le montrent bien. Par exemple, une convention anglaise, c'est un accord comme en français, mais aussi une réunion comme en latin. Et la découverte de ces dimensions diachroniques ouvre à la langue et aux œuvres littéraires. Mais le latin et le grec dépassent cette fonction. L'étude du lexique des langues anciennes est aussi une expérience de l'histoire, une leçon vivante d'histoire, parce que la traduction exacte du mot ancien n'existe pas d'emblée. Les termes grecs et latins que va rencontrer les élèves sont d'abord les reflets de la mentalité des peuples qui ont conçu et qui ont parlé ces langues.
Et à ce titre, leur traduction est l'occasion d'un travail de compréhension, de comparaison, d'appréciation. C'est aussi une source d'hésitation qui font de l'apprentissage des langues anciennes une leçon irremplaçable d'histoire in vivo. Puisque les termes anciens sont à eux seuls des témoignages de première main, comme ceux que les spécialistes manipulent dans les dépôts d'archives ou les fouilles archéologiques. Finalement, on voit l'élève de langue ancienne devenir en classe un archéologue actif de son propre passé linguistique, et aussi, en même temps, et parfois sans qu'il le sache, du passé de l'humanité. De plus, le latin et le grec ont un avantage scientifique qu'on oublie beaucoup trop souvent, c'est un avantage pour l'étude historique, c'est qu'ils ne sont plus parlés. Ainsi, leur lexique est figé dans un état définitif qui permet l'analyse sémantique. Il n'y a plus de latin, il n'y a plus de grec ancien qui soit présent pour corriger le mot, le charger de sens moderne, qui occulterait la saisie du passé. La clôture des corpus est irremplaçable. Elle permet d'appréhender la structure et l'évolution de mentalités qui ne sont plus les nôtres. Et au-delà de la leçon d'histoire, bien sûr, ce sont des leçons de relativité et une interrogation sur notre propre présent qui apparaissent. 3 exemples. Aristote ainsi définit l'homme comme un zoon politikon, expression qu'on traduit souvent avec des connotations tout à fait modernes mais complètement fautives par animal politique. Mais pour l'élève qui se penche sur le texte, qui prend son dictionnaire ou qui interroge son professeur, il apprend bien vite ou il traduit par lui-même. Il s'agit rigoureusement d'un être vivant organisé en polis, c'est-à-dire en cité, ce qui approfondit singulièrement l'expression. Le zoon politikon, c'est un être vivant qui cherche à apprendre à vivre avec ses semblables. Autre exemple, la domesticité esclave est en latin un mot neutre. Le neutre, neuter, ni l'un ni l'autre, le genre qui exprime le vide et qui est réservé à l'inanimé. En latin, la domesticité esclave est mancipium. Ce genre, appliqué à un être humain forcément sexué à qui on retire son identité, choque tout d'abord les élèves. Mais le problème est beaucoup plus complexe, car le mot n'a jamais voulu dire esclave, ni domesticité esclave, c'est une simple facilité de traduction que l'on prend. Il signifie étymologiquement chose prise en main, ce qui indique dans la société romaine que l'esclave était la propriété complète de son maître. Mais comment traduire ce mot? Comment rendre compte de cette mentalité qui n'est plus la nôtre et qui demande que chaque être humain soit libre? Aux prises avec ce sens qu'ils peinent à traduire, les élèves comprennent ainsi que la traduction est toujours une approximation mensongère. Il s'agit finalement d'un changement de monde et qui est trop profond pour que les mots puissent le dire si facilement. Toujours à propos de l'esclavage, en latin, Varron énumère 3 outils agricoles. Dans l'ordre, il a d'abord l'instrumentum mutum, l'outil muet, c'est-à-dire une charrue. Ensuite, il classe l'instrumentum semi-vocale, l'outil semi-parlant. Il s'agit du bœuf. 3e catégorie, l'instrumentum vocale, l'outil parlant. Il s'agit de l'esclave. Scandale chez les élèves. Va-t-on traduire par esclave? Mais on nous parle d'un outil. La traduction littérale s'impose, mais comment la couler dans une phrase française? Dans l'économique de Xénophon, le riche propriétaire terrien Iscomaque est censé expliquer à Socrate comment il a choisi son épouse. Il nomme le couple qu'il forme avec elle, c'est un texte qui intéresse toujours les élèves. Le couple, en grec, se dit todzogos. Mais le mot ne veut pas dire couple, il veut dire joug, attelage, c'est un mot de vocabulaire agricole. Il relie 2 bœufs pour les travaux des champs. Curieuse idée du couple. Et racine que l'on trouve aussi dans le latin et en français, la racine est toujours présente dans l'adjectif conjugal. Le mariage est donc présenté aux élèves comme une union d'ordre économique sur le même plan que les durs travaux ruraux. Alors eux qui ne pensent qu'à la sensibilité, à des sentiments, à l'amour, à l'affectivité sont profondément déçus et stupéfaits. Ils découvrent une autre façon de faire, le mariage obligatoire du citoyen antique pour assurer la survie politique et économique de la cité et la reproduction de l'espèce.
Une telle conception heurte de plein fouet des élèves qui abordent pour la première fois avec les langues anciennes la notion de mentalité. Ils ont naturellement tendance à croire en classe que notre mentalité actuelle a toujours existé. Et les langues anciennes leur montrent au contraire qu'il y a tout un cheminement humain qui s'est pratiqué. Dans le même texte, un peu plus loin, il découvre avec la même surprise que ce couple qui s'est réuni sous le joug aura des enfants pour des raisons purement intéressées, parce que leur progéniture doit être leur bâton de vieillesse, Géroboskos. Il n'est pas mentionné, au passage, si le couple aura de l'affection pour ces bâtons. Alors si ce second terme peut être conservé dans une traduction, le terme couple que l'on trouve dans la plupart des traductions pour attelage trahit bien évidemment la conception antique qu'on ne peut pas transcrire si facilement. Ce sont autant de problèmes intellectuels et linguistiques que seules posent les langues anciennes. Les langues vivantes, en effet, sont beaucoup trop ancrées dans le présent et de toute façon, on n'y pratique plus la traduction. La distance chronologique que nous avons avec le latin et le grec, au contraire, est intellectuellement opératoire. Elle donne de l'épaisseur au passé et même elle crée, par le contact direct avec des états anciens de l'humanité, le sens du passé. Les langues dites mortes sont ainsi un ferment vivant de questionnement incessant. Elles redonnent tout son sens à l'histoire, dont l'origine grecque, historia, signifie très précisément enquête. Parfois, on propose aux professeurs de langues anciennes, à la fois pour les mettre mal à l'aise et aussi pour faire des économies, on leur propose comme expédient, à l'alternative de leur enseignement, des textes traduits. Mais bien évidemment, d'après ce que l'on vient de voir, cette proposition constitue un contresens, car il supprime le bienfait le plus évident de l'enseignement de langue ancienne, l'exercice de confrontation avec la langue. Le texte traduit interdit le contact avec le matériau scientifique ancien authentique, qui est interdit à l'élève. Le texte traduit supprime également le geste primitif essentiel de la traduction individuelle, un geste irremplaçable, on vient de le voir, dans la formation intellectuelle et linguistique de l'élève. C'est une expérimentation du hiatus fondamental entre les conceptions anciennes et nouvelles. Et les exercices de traduction, confrontation avec l'étrange, mettent en demeure l'élève d'appréhender l'ancienneté, c'est certain, mais aussi de questionner la langue, le savoir et les mentalités contemporaines, puisqu'il faut faire passer ces conceptions anciennes dans notre langue. Et ici, le pédagogisme, qui est très à la mode, mais qui condamne les langues anciennes, cette idéologie avide d'activité personnelle de l'élève, seule capable de lui faire approprier son savoir, il ferait bien de remiser leur condamnation, car il n'y a aucune matière qui procure à l'élève autant d'activité, de difficultés, d'investissement et de décentrement personnel que les versions latines et grecques. Ces passages exigeants et rigoureux d'une représentation du monde à une autre, d'une conception de l'homme à une autre conception de l'humain. De même, on ne peut non plus ignorer que la révolution intellectuelle de la Renaissance, et c'est la révolution intellectuelle que chaque élève fait en classe aussi pour lui-même, elle s'est faite contre tous les dogmes par l'exigence de retour aux textes authentiques en langue originale, et à l'enseignement de la langue grecque avait été un moment interdit par la Sorbonne, et la Renaissance s'y est opposée. L'étude des langues anciennes semble donc indispensable. Non parce que, comme on le disait naguère, les œuvres antiques fourniraient des modèles moraux éternels auxquels se conformer. C'est une époque terminée. Elle nous intéresse parce qu'elle constitue un modèle intellectuel, c'est-à-dire une interrogation scientifique et exigeante des conceptions et des mœurs du passé, et qui se mue naturellement par la force des choses et par l'effort de l'esprit en évaluation de la modernité des nôtres. Et finalement, il s'agit, contrairement à ce que l'on dit couramment, il s'agit d'une école active d'anticonformisme. Les langues anciennes font, le temps de leur étude, voler en éclats nos usages et même nos mots actuels, en nous forçant à les reconsidérer à la lumière d'autres conduites, d'autres formes d'expression qui ont été sélectionnées par le passé pour leur vigueur ou leur profondeur.
La Prusse du XIXe siècle ne s'y était pas trompée. Elle ne voulait pas que les garçons apprennent le latin. Les filles, bien sûr, n'y avaient pas droit. Les garçons ne devaient pas apprendre le latin parce que cette langue les rendait trop désobéissants. Mais à notre époque, nous pouvons faire de ce reproche une vertu. La connaissance de l'étrangeté de l'Antiquité construit en effet, ce qui nous importe au plus haut point, le jugement critique de nos élèves, et elle les conduit à une pensée autonome, capable d'éviter les anachronismes, évidemment, puisqu'elle travaille constamment là-dessus, d'apprécier une mentalité et de choisir ses valeurs. Mais les langues anciennes ont aussi, l'étude des langues anciennes a aussi d'autres vertus qui, là aussi, sont négligées ou parfois condamnées. Je vais évoquer ici les pouvoirs de la grammaire. En effet, les élèves, par le lexique, appréhendent une pensée, ils l'approchent, encore faut-il la classer, la hiérarchiser, la mettre en ordre, ça va être l'affaire de la syntaxe. Alors, il est de bon ton de condamner la grammaire, l'enseignement de la grammaire, qui serait trop austère pour les élèves. Au contraire, nous apercevons quotidiennement qu'une grammaire bien comprise et clairement exprimée aide les élèves à avoir une pensée qui soit pour eux classée et hiérarchisée. En grammaire comme en lexique, les langues anciennes ont un immense avantage, elles ne sont plus parlées. Et donc leur apprentissage ne vise ni l'échange ni la communication. On y perd en latin et en grec, on ne perd pas du tout le temps qui est perdu en langue vivante pour fixer un accent ou établir la communication. La langue va passer au premier plan et puisque on ne communique pas, on va s'apercevoir, on va étudier la langue comme un système, comme un objet grammatical susceptible d'étude. Contrairement à ce que l'on dit, les grammaires latines et grecques n'ont pas l'austérité ni la complexité qu'on leur prête. Et au lieu de rendre difficile la tâche de l'élève, elles vont au contraire leur faciliter. Et expliquer le fonctionnement des autres grammaires françaises et étrangères. Comme l'alphabet et le lexique, la grammaire, dans un premier temps, va désorienter, mais ensuite permettre à l'élève d'être beaucoup plus maître de sa propre grammaire et de l'expression. Tout l'apprentissage des langues va en être facilité. Alors, la grammaire ancienne est présentée très souvent sous un jour austère. On parle beaucoup, par exemple, des verbes irréguliers. Mais le verbe irrégulier est un mirage. Il est irrégulier quand on ne regarde pas la structure du verbe grec ancien, qui a un préfixe, qui a des éléments intérieurs, parfois des suffixes qui, par exemple, expriment le présent. Il est bien évident que si l'on passe au passé, on va enlever ces éléments d'actualité, les supprimer. Si on explique bien cela aux élèves, il n'y a plus de verbes irréguliers, il y a des verbes qui ont changé d'état, parce qu'une langue extrêmement précise retire aux verbes leur précision pour avoir passé dans une autre temporalité. La grammaire a également, outre la clarté, la grammaire des langues anciennes, aide l'élève à savoir exactement et constamment ce que les mots font dans la phrase. En effet, les langues anciennes se caractérisent par le système de la déclinaison. Là aussi, on dope beaucoup sur la déclinaison comme si c'était un obstacle à la langue. Bien évidemment, il s'agit du contraire. Outre les marques de genre et de nombre, chaque mot, latin ou grec, dans un texte, porte concrètement sur lui, dans les quelques lettres de sa terminaison, l'indication de sa fonction grammaticale. Ainsi, les variations de terminaison selon les fonctions ou cas suivent des modèles. Bien sûr, il faut les mémoriser, mais une fois cet apprentissage effectué, le système de particularisation offre une sécurité dès lors que l'élève reconnaît dans le mot la fonction qu'il va avoir par les quelques lettres qui le terminent. Il va être sûr de sa traduction. Au contraire, en français, la langue française n'indique les fonctions que par la place des mots dans les phrases, et parfois les élèves en grammaire française ne comprennent absolument pas les fonctions.
en passant par le détour de la grammaire latine et grecque, en passant par l'apprentissage de la déclinaison et par les traces concrètes de la fonction, il y a des élèves qui, brutalement, prennent conscience de toutes les fonctions grammaticales. Ceux qui font de l'allemand sont aussi satisfaits de voir que le système qu'ils ont appris peut être expliqué en latin et en grec et que ce système est transposable à toutes les langues. Donc, dire que la déclinaison est un obstacle à la langue ancienne est une erreur profonde, puisqu'au contraire, la déclinaison est un éclaircissement. D'ailleurs, quand on regarde les langues anciennes et les langues vivantes, lorsqu'on les observe, le latin et le grec ont 5 et 6 cas, c'est-à-dire 5 ou 6 changements pour le mot de terminaison selon la fonction. Mais en Finlande, le finnois, dans un pays dont la réussite scolaire est montée en épingle, a 14 cas. Et on n'a jamais dit que les petits Finlandais actuels avaient du mal à apprendre leur langue. L'ordre des mots latins et grecs est également une école de l'expression et de la pensée. L'ordre des mots latins et grecs détermine avant de nommer. On le voit encore en anglais, le cas possessif, ancien génitif, complément du nom qui en est l'héritage. L'ordre latin et grec inclut d'abord dans la phrase toutes les circonstances, tous les compléments. Il crée un contexte avant d'énoncer le propos qui en est d'emblée éclairé et même précisé. Il est nuancé, il est mis en perspective. Il est orienté en quelque sorte dans le choix de l'acception la plus appropriée. Et la phrase latine ou grecque va être à elle seule aussi un guide pour la traduction. Et l'attente du verbe, qui est souvent finale dans les phrases latines ou grecques, crée en revanche un espace d'interprétation, une ouverture des possibles que le français ne connaît pas, puisqu'il dit immédiatement de quoi il parle, alors que la langue ancienne préserve un espace de mystère et un espace de traduction qui les rend plus intéressantes. Mais le système linguistique, la clarté d'esprit que les élèves acquièrent en langue ancienne, fait que la grammaire est aussi un système intellectuel. Toute réflexion grammaticale est en effet un effort d'abstraction. L'étude de la subordination, l'analyse de la construction des phrases le confirment. La grammaire est un exercice de la raison. Elle modèle un type de pensée clair, structuré, hiérarchisé. Quand on étudie avec les élèves les subordonnées, consécutives, finales ou concessives, ils en ont de bons exemples. Et beaucoup de mathématiciens expriment une dette à l'égard du latin et du grec. Ils reconnaissent dans la hiérarchie qu'ils procurent, dans l'analyse logique d'une phrase latine, le modèle de l'analyse descendante de l'informatique, que pourtant on enseigne souvent seulement dans le supérieur. Ou bien certains, comme le biologiste François Gros, soulignent la jonction touchante entre les banques de données et la taxinomie végétale latine. Et ce n'est pas étonnant, car le latiniste et le helléniste doivent aussi, comme le scientifique, poser en permanence des hypothèses, puis choisir leur traduction pour des raisons objectives et motivées qui s'apparentent à la démonstration mathématique et donnent une solide armature intellectuelle par le premier apprentissage de la pensée formelle. Les langues anciennes forment donc une passerelle irremplaçable entre les sciences et les lettres, car sur des supports différents, elles dispensent le même esprit. Enfin, la grammaire a un dernier pouvoir, elle donne à l'élève, elle l'oblige à l'impartialité et à l'objectivité. L'effort de rationalité contraint par la traduction et par la précision grammaticale arrache l'élève à son moi. Le latin est très concis, par exemple, si on traduit un ablatif absolu, qui est une sorte de proposition participiale, on ne sait jamais à l'avance si le sens va être temporel, causal ou concessif. Il faut donc mettre la langue constamment à distance et apprendre l'objectivité, car nulle opinion, nulle impression ne peut être d'aucun secours. Pour l'élève, seules comptent les règles grammaticales à appliquer et la logique interne du texte auquel il est confronté, qui est fondée sur des références culturelles qui ne sont pas ou qui ne sont plus les nôtres. Il ne peut donc jamais disposer lui-même du sens, mais il doit le construire sur des bases rigoureuses, comme le scientifique, donc dans la méthode est proche. Et dans les programmes actuels, on nous demande constamment de rendre l'élève citoyen, c'est-à-dire respectueux de l'autre.
Et on nous demande en général de faire une moralisation. Mais en latin et en grec, on n'en a pas besoin. L'étude même de ces deux langues et la traduction fait que l'élève doit forcément être constamment respectueux de la pensée qu'il traduit et il est obligé de s'effacer personnellement devant une pensée étrangère qui est une véritable énigme qu'il faut comprendre et restituer, mais sans jamais y mettre le moindre affect. Et en ce sens, traduire est un acte intellectuel exemplaire, car il oblige à quitter le registre de l'émotion immédiate, qui est une source majeure d'anachronisme, de contresens, comme on en trouve d'ailleurs dans les copies que l'on corrige. Et finalement, l'élève va être mis en mesure d'accéder à la compréhension rigoureuse. Mais cette rigueur n'est pas une stérilisation, comme on voudrait nous le dire trop souvent. Au contraire, l'espace d'étrangeté introduit par le respect de l'altérité ouvre sur l'imaginaire et amplifie la liberté intellectuelle. Le même esprit préside à l'étude des textes et des œuvres. Comprendre leur sens sans y plaquer des représentations contemporaines implique un effort de contextualisation qui est un effort d'objectivité. Et ici, il faut évidemment guider les interprétations, puisque les élèves ont tendance à penser que tout ce qu'ils vont trouver dans les textes est une expression un peu plus ancienne, mais c'est tout, de notre monde actuel. Bien sûr, il n'en est rien. Il faut donc aider l'élève à saisir, par exemple, que le texte de la guerre des Gaules n'est pas exactement un journal de guerre, mais qu'il est sous-tendu par le contexte politique de Rome et il tend à la propagande. Il faut bien entendu aller au-delà du texte pour le savoir. De même, en grec, dans l'Iliade, l'affrontement entre Hector et Andromaque avant le combat, avant le départ d'Hector pour le combat, n'est pas le facsimilé d'une vraie conversation. Il s'agit d'une mise en scène littéraire de la souffrance des deux époux et de l'opposition entre la sensibilité que défend Andromaque et le désir de gloire que défend Hector. De même, la Germanie de Tacite n'est pas un reportage, il s'agit d'un ouvrage d'actualité où se lit la représentation que les Romains avaient des barbares et aussi l'inquiétude qu'ils avaient devant ce qu'ils pensaient être leur propre décadence. Cela, bien sûr, n'empêche pas l'implication des élèves dans les œuvres antiques. Tous sont sensibles aux plaintes d'Andromaque, orpheline de toute sa famille, et qui dit à Hector, avant qu'il ne parte, qu'il est l'addition de son père, de sa mère, de ses frères disparus. De même, les élèves prennent plaisir au premier degré à connaître les mœurs supposées des Gaulois ou des Germains hautes en couleur. Mais il faut dire ici ce qu'ignorent beaucoup de détracteurs des langues anciennes, c'est qu'il y a bien longtemps que les œuvres antiques ne sont plus lues comme des évidences ou comme des modèles d'humanité et de conduite. On a trop souvent fait servir les langues anciennes à des modèles de morale. Bien évidemment, il n'en est plus question. Leur étude a été renouvelée par les recherches que l'on connaît bien, historiques, philosophiques, comparatistes. Je cite Jacqueline de Romilly, Jean-Pierre Vernant, Paul Venn, Pierre Vidal-Naquet, bien d'autres aussi. Ils ont montré le caractère étrange et interrogateur de notre temps, de notre condition, de bien des usages anciens transmis par les textes. Ainsi, ni dans la méthode ni dans les supports, on ne lit plus l'Iliade comme il y a 50 ans, ni l'Énéide. Les élèves y gagnent en réflexion, en méthode historique, en approfondissement des grands problèmes de l'humanité dont traitent les textes anciens. Et ici, on est au cœur même du titre de ce cycle de conférences. Pourquoi Achille choisit-il la mort jeune, en pleine gloire, au lieu d'une vie longue? Pourquoi décide-t-il de s'acharner sur le corps d'Hector après l'avoir tué? Que nous disent ces textes de la vie et de la mort? Pourquoi faut-il les comparer? Autant d'occasions de réflexion sur des visions de l'humain transmises par les langues anciennes et les textes de leur littérature. Ces mémoires de l'humanité, comme les appelle Marc Fumaroli, sont pour les élèves l'occasion d'interroger leurs propres conditions et de pratiquer pour la première fois les véritables méthodes de la recherche. C'est ainsi que le cours de grec et latin excède constamment leurs contours. Bien sûr, le contenu des textes anciens, le commentaire de l'étymologie et de la grammaire, comme on l'a vu, ouvre à toutes les disciplines, toutes les réflexions.
Les sciences de la vie, la physique, les mathématiques sont constamment sujets des cours de latin et de grec. Si le professeur de langues anciennes est un peu en panne devant une question scientifique des élèves, leurs professeurs leur répondront. Et l'interdisciplinarité dont on nous parle tant se fait ici constamment. Les arts, le droit, les lettres, l'histoire sont aussi constamment abordés et interrogés. On ne fait pas donc que de la langue, on ne traduit pas que des textes, on s'interroge aussi sur la culture. La mythologie conduit entre autres au complexe d'Oedipe, à la psychologie, à la psychanalyse. L'Iliade évoque bien sûr le talon d'Achille, mais touche aussi à notre conception de l'honneur. Les idées de démocratie ou de tyrannie, vues dans d'autres textes, je pense au programme de terminale, Platon et la République, touchent aussi aux conceptions politiques de notre temps. Et l'histoire antique offre des réflexions en abîme. En classe, les élèves s'interrogent, dépassent le contour des cours habituels de langues anciennes, mais la culture et la connaissance de l'Antiquité dépassent aussi le monde scolaire. Un simple exemple pictural qui montre bien que l'histoire antique offre des réflexions en abîme. Par exemple, David, représentant l'enlèvement des Sabines dans l'histoire romaine, permettait à ses contemporains de se pencher sur la situation révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. L'Antiquité offrant, par mise à distance, une réflexion. Picasso, dans Guernica, a fait un hommage à Poussin qui représente le même épisode. Et finalement, la leçon sur la guerre civile traverse les siècles et les réécritures artistiques. Pour en revenir à l'enseignement, les programmes des autres matières contraignants empêchent souvent les élèves d'obtenir un éclairage du temps présent alors qu'ils sont avides d'informations, de discussions et de savoir. Le latin et le grec, au contraire, les cours de latin et de grec, au contraire, permettent de traiter ou d'expliquer l'actualité. C'est pour ça qu'il est stupide de parler de langues anciennes quand nous sommes au cœur du présent. Et ce lieu d'échange, ce cours général, manquerait cruellement s'il venait à disparaître, puisqu'il y a des circonstances où il disparaît. Ce cours est celui où les élèves, par la traduction, par l'ouverture à l'histoire, par la conscience éprouvée de la notion de mentalité, par l'interrogation sur les mythes, ils se forment à la réflexion, ils se cultivent en une sorte de propédeutique à la philosophie. Et aspect absolument essentiel, ils demandent en classe qu'une réponse intellectuelle et culturelle soit apportée à leurs questions. Trop souvent, l'école ne leur répond pas. Et pourtant, si l'on voit l'étymologie, l'école, c'est skolé en grec, c'est-à-dire le temps libre pour réfléchir. Seule l'école peut offrir ce lieu. Elle seule réunit les moyens d'information et les méthodes de pensée à l'abri des diversions et des influences. C'est pourquoi l'école doit garder en son sein l'étude des langues anciennes. Les langues anciennes permettent également aux élèves une lecture plus exacte de la littérature et même leur permettent une lecture fondamentale. La présence des thèmes des réécritures de l'Antiquité dans la littérature française en particulier est une évidence, mais il faut l'enseigner, la réenseigner à chaque génération. Comment bien comprendre nos écrivains sans avoir accès aux matériaux dans lesquels ils ont puisé et dans lequel, à son tour, duquel à son tour ils ont fait leur matière. La Fontaine relit la matrone d'Éphèse de Pétrone. Racine ressuscite à sa manière Néron, Agrippine et Britannicus. Zola, dans Germinal, appelle le puits de mine le Voreux, réincarnation moderne du Minotaure. Ainsi, toutes les œuvres littéraires s'appuient pour s'en enrichir ou pour les relire à la lumière de leur propre actualité sur les thèmes, les motifs et les langues qui les ont précédés et formés, jusqu'à notre époque. Ainsi, Giraudoux reprend-il l'histoire d'Electre en 1938, Sartre, 5 ans plus tard, sous l'occupation. Les œuvres de Pascal Quignard ou de Henri Beauchot, par exemple, appuient leur signification la plus moderne sur des œuvres et des figures antiques. Bien sûr, aucun de ces auteurs ne cherche à restituer l'Antiquité, ce n'est pas ce dont il s'agit, mais ils l'utilisent comme un bien commun, en constante reformulation, même si leurs livres ne sont pas directement consacrés à telle ou telle œuvre de l'Antiquité.
Et ainsi, l'Allemand Bernhard Schling, qui vient de publier Le Retour, il interprète l'Odyssée, le personnage d'Ulysse, comme figure de son intrigue. Le cinéma aussi, et tout récemment, la semaine dernière, je suis allée voir l'interprétation de la princesse de Clèves, le film La Belle Personne. Le personnage de la princesse de Clèves est rebaptisé et elle s'appelle Junie. Bien sûr, ce n'est pas sans rapport avec le destin de la Junie de Racine dans Britannicus. De même, la tragédie, genre grec, vit de la perpétuelle relecture de ses fondements. Racine choisit, comme Aristote l'avait prescrit, des conflits en filiais, entre proches, parce que l'essence du tragique s'y révèle dans toute sa dureté. Shakespeare reprend le chœur antique, Hofmannsthal adapte dans sa pièce Électra la pièce antique de Sophocle. Cocteau, en lisant Oedipe Roi, a eu l'impression de lire son propre destin. Il a écrit La Machine infernale. Et ainsi de suite, toute la littérature antique éclaire les écarts ou les transformations que les écrivains opèrent sur elle. Et ainsi, elle révèle le sens qu'ils donnent à leur œuvre. Et pour revenir plus précisément dans le domaine scolaire, la langue littéraire elle-même se comprend mieux avec les langues anciennes. Un seul exemple, si on prend l'adjectif latin ater, atra, qui signifie noir. Le misanthrope est beaucoup plus clair de s'appeler en sous-titre l'atrabilaire amoureux. De même, l'angoisse atroce de Baudelaire dans Spleen devient beaucoup plus claire lorsqu'elle plante son drapeau noir. De même, le soleil noir de la mélancolie, l'oxymore bien connu de Nerval dans Les Chimères, il double son sens lorsqu'on connaît l'étymologie de mélancolie. La mélancolie, c'est la bile noire des anciens, selon la théorie des humeurs d'Hippocrate. Mais la bile noire, elle était censée siéger dans la rate, et la rate, c'est spleen en anglais. Pour les élèves, la boucle est bouclée. Lors de la dernière session du baccalauréat, donc la session de juin 2008, pour les séries S et ES, un extrait de Proust comparait un vieil homme en lutte contre la décrépitude à un récif assiégé par les vagues. Or, une note de bas de page donnée aux élèves, donc à tous les candidats de France, elle donnait pour le verbe utilisé par Proust, circonvenir, le sens moderne de persuader par la ruse, ce qui évidemment n'avait aucun sens dans le texte en question. Il fallait donner le seul sens convenant au contexte. Circonvenir signifiait assiéger, encercler, se comprenait mieux. Le sens propre était indiqué par le latin circum venire. Il y a eu là, lors d'un examen, une occasion manquée de lecture exacte des grands écrivains. Sans latin, un contresens. On voit bien que la richesse du latin et du grec réside, outre la formation intellectuelle qui donne aux élèves, dans un arrière-plan permanent de référence, de va-et-vient. En formant l'esprit de l'élève, il lui donne un esprit nuancé, logique, libre, assez ouvert et cultivé pour concevoir et exprimer les nouvelles formes de l'avenir. Mais sur quoi il faut qu'on s'interroge, c'est sur l'avenir des langues anciennes. Pourtant, leur transmission s'impose, plus que jamais, pour ne pas démunir les élèves des armes qu'ont reçues leurs aînés. Parce qu'on sait très bien que moins enseigner, dans un pays qui se dit moderne, est une régression. J'aurais envie de dire une récession. Mais de nouvelles raisons tout à fait contemporaines donnent à cet enseignement un caractère d'urgence. En particulier, l'utilisation grandissante dans notre monde, et pas seulement dans la langue courante, mais aussi dans la langue administrative et la langue des affaires. On utilise un français sans racines, qui déréalise le monde et qui occulte sa complexité, alors que les langues anciennes donnaient au contraire toute réalité au monde et mettaient en évidence sa complexité. Actuellement, une nouvelle langue technocratique, coupée de toute étymologie, ampoulée, spongieuse, incompréhensible, se développe. Toute la langue médiatique et administrative en est atteinte. Il ne s'agit même plus de parler français, parce qu'il n'y a plus de sens.
On peut s'appuyer par exemple sur les euphémismes hypocrites, l'inversion du sens et de la logique des plans sociaux. Dans un plan social, il est certain qu'il y a un plan, mais il n'y a rien de social. Ou les collèges ambition-réussite, où il n'y a plus ni ambition ni réussite. Et comme par hasard, ils sont implantés dans les zones défavorisées. Ainsi, l'incapacité de saisir une pensée élaborée se répand, et c'est ça qui est le plus grave. Dans un article du Monde, secouons les journaux tant qu'il en reste, Jean-François Kahn disait récemment son désarroi. Je le cite, « Nous allons devoir changer notre mode d'écriture. Il y a un type de phrase qui est mort, c'est-à-dire une phrase construite, longue, avec des incidentes. Il faut des phrases plus courtes. Je reçois des lettres de lecteurs qui me disent qu'ils ne comprennent pas tout ce que j'écris. » Donc l'effondrement de la compréhension n'est plus une affaire de professeurs. Elle attente à l'information des citoyens, au débat démocratique. Et beaucoup s'en émeuvent. Des physiciens, par exemple, craignent que le public ne puisse plus saisir les enjeux de société à contenu scientifique, qu'il n'y ait plus de langue assez complexe pour les transmettre, comme la question des OGM. Ou bien ils craignent encore plus que la primauté de la passion sur une réflexion, et la réflexion est étroitement dépendante d'une langue complexe, que cette primauté de la passion ne conduise à des décisions nocives. Et un physicien disait qu'il existait malheureusement des décideurs incultes. Il s'agit donc ici d'une responsabilité politique. Seul l'État peut fixer dans les principes républicains et contre les obscurantismes les savoirs et les capacités du citoyen et les protéger, ces savoirs, contre les pressions utilitaristes, idéologiques ou économiques qui voudraient bien changer les programmes. Heinz Wiesmann et Pierre Judet de Lacombe ont bien expliqué la question dont il s'agit. Ils ont évoqué la langue de culture. La langue de culture, c'est celle, comme le français bien compris par son étymologie par exemple, c'est celle qui est chargée du poids humain du passé, de l'expérience séculaire de la réflexion et riche surtout des moyens d'expression élaborés qui soient à même de définir et de régler les questions humaines et de permettre une pensée complexe et nuancée, capable à la fois de gérer la nouveauté et de gérer la difficulté de l'avenir. Ils opposent les langues de culture aux langues de communication immédiates et instantanées dont on se contente trop souvent et qu'ils appellent de service. Il s'agit de langues dont l'efficacité est liée à un contenu utilitaire, ne donnant lieu à aucune équivoque, comme l'anglais par exemple, mais l'anglais globish, bien sûr, pas le véritable anglais, réduit à 1500 mots et qui ne règle que le concret. Ces langues réduites à une simple communication sont pauvres, dépourvues de distance, et elles ne peuvent surtout, parce qu'elles sont constamment liées au présent, ni à la fois exprimer, transmettre le passé, ni penser l'avenir, ni exprimer les opérations de l'intelligence ou les nuances de la sensibilité. Bien sûr qu'il faut plus de 1500 mots. Donc, pour penser la modernité, préserver les échanges entre les peuples et les capacités de traduction qui demandent des langues de culture. Il ne s'agit pas seulement de traduire les œuvres littéraires, mais actuellement il y a aussi les textes juridiques, les textes diplomatiques, les textes scientifiques, dont les traductions sont un enjeu capital. Il faut donc l'outil souple de langue de culture, et pour que la langue maternelle soit une langue de culture, il faut bien évidemment que les langues anciennes en aient donné le modèle, et c'est pour cela qu'il faut maintenir leur enseignement. Le latin et le grec fournissent le modèle, la conscience, l'exercice et l'habitude de ce qui est le plus important, l'énigme. Et l'énigme, c'est une figure de l'avenir. Et nous rejoignons là la responsabilité de l'école. Dans l'absence de langue de culture, la responsabilité est lourde. Je l'ai déjà dit, les horaires de français ont fondu. Des pédagogies irresponsables ont retiré à l'enseignement de la grammaire sa rigueur et sa régularité, en obligeant au collège à n'étudier la grammaire que occasionnellement quand les textes en donnaient le substrat.
Des idéologies également ont accusé la langue d'être fasciste, l'ont discréditée. Et enfin, pour l'enseignement du français, le formalisme desséchant des réformes a privé les élèves du contenu des œuvres. Ils ne peuvent plus se pencher sur la narration, sur les symboles. Il faut d'abord qu'ils sachent à quel genre et à quel registre appartiennent les œuvres qu'ils doivent étudier. Quant à la situation des langues anciennes, elle s'est elle aussi profondément dégradée. Ainsi, de façon tenace, une idéologie continue de confondre sans réfléchir la nouveauté et la qualité, comme si elles allaient de pair, avant examen. Partout règne la doxa de la supériorité des langues vivantes sur les langues anciennes. Mais bien sûr, c'est une erreur à la fois historique et pédagogique, puisqu'on a vu que les langues européennes dérivaient des langues anciennes qui les avaient précédées. L'enseignement des langues anciennes se heurte aussi avec des reproches vieillis, passéistes, obsolètes. On croit encore qu'il y a une collusion étroite entre langues anciennes et bourgeoisie, du temps où cette classe sociale liait les études et le latin. Mais bien sûr, c'est une époque terminée. Un autre préjugé voudrait, et parfois il est efficace, ne faire étudier que les matières supposées utiles à une vie professionnelle réussie. Mais l'on sait très bien que la première urgence pour un élève est la formation de sa formation intellectuelle. Et la formation intellectuelle alliée aux connaissances est bien sûr le premier pas pour une vie professionnelle réussie. Enfin, d'une façon générale, le discrédit du savoir qui se répand partout achève le tableau. Ces idées reçues, en fait, ne sont finalement, malheureusement, qu'une couverture idéologique bien pratique pour un modèle économique qui vise à restreindre les services publics que l'on juge trop coûteux et vise aussi à diminuer les enseignements. L'Assemblée nationale, par exemple, accuse le système scolaire, je cite, d'accaparer une part croissante de la richesse nationale, comme si l'instruction c'était un détournement d'argent public. En particulier, députés, sénateurs et ministres s'attaquent depuis plusieurs années aux matières optionnelles et le latin et le grec sont constamment optionnels. Jamais ces langues ne font partie d'un cursus défini par les programmes. Donc les options sont dans la ligne de mire. Et en 2003 déjà, Xavier Darcos disait, et maintenant il est ministre, les options qui consistent par exemple en l'étude d'une langue rare doivent être rationalisées, car elles concernent peu d'élèves, mais représentent un coût de recrutement très élevé. Mais bien sûr, il faut comprendre la novlangue rationalisée veut dire ici supprimer. Bien sûr, le coût de recrutement est une contre-vérité pour les langues anciennes, puisque les professeurs de latin et de grec sont aussi des professeurs de français. Mais le latin et le grec optionnels tombent sous le couperet, et ce sera sans doute encore pire quand la réforme des lycées dont on parle actuellement et dont plusieurs hypothèses sont agitées, et qui commencera en 2009 par la classe de seconde. Cette réforme, fondée sur le rapport pédagogiste Mérieux, qui ne mettait pas le latin et le grec dans les disciplines fondamentales, et cette réforme du lycée aussi fondée sur des conceptions strictement comptables va réduire les horaires et les options. Il est bien évident que le latin et le grec sont menacés. La volonté de suppression est ancienne, mais elle n'a pas engagé un combat frontal. Il s'est agi d'une stratégie silencieuse, d'autant plus difficile à combattre. En ce qui concerne le latin et le grec, les ministères successifs ont effacé les règles, ils ont pris des mesures dissuasives, ils ont créé des disparités locales, ou alors ils ont laissé pourrir des situations fragiles. Ainsi, des textes officiels fixent l'étude des langues anciennes, mais leur rédaction est floue. Par exemple, pour le latin au collège, on trouve des formules admirables. L'enseignement du latin a vocation à être suivi. Il est destiné à être suivi. Passif, impersonnel. Suivi, oui, mais par qui? Ainsi, des textes
aussi incomplets permettent à certains établissements ou à certains conseils d'administration de voter l'abandon du latin en fin de 5e ou en fin de 4e, ou l'abandon du grec dès quelques mois de 3e. Toujours du côté officiel, en 2005, une nouvelle option de 3e s'est créée. Mais c'est en 3e que se commence le grec. Donc les élèves se sont trouvés en face de deux options concurrentes, une seule à choisir. Le grec ou bien la découverte professionnelle. Mais la découverte professionnelle n'est pas une matière. Il s'agit simplement d'une diffusion d'informations par les conseillers d'orientation et quelquefois aussi de visites d'entreprise. Donc il s'agit d'une option dénuée de tout contenu intellectuel. Et beaucoup d'élèves, séduits par l'affaire, ont évidemment décidé de ne pas choisir le grec. La même année, 2005, la loi Fillon a autorisé les établissements, dans le cadre des dispositifs, ce qu'on appelle dispositifs expérimentaux, et aussi dans le cadre de l'autonomie, à expérimenter des dispositifs. Beaucoup ont voté pour des dispositifs de langue vivante et donc ont décidé, par des votes en conseil d'administration, que ces enseignements, en général classe bilingue ou enseignement européen, classe européenne, seraient incompatibles avec les langues anciennes. Et localement, ils ont autorisé leurs élèves à abandonner le latin commencé en 5e et parfois ils leur ont interdit de choisir le grec. Dernier point. L'obsession des économies réduit aussi l'horaire des disciplines du latin et du grec quand elles existent encore. Le latin et le grec sont mis en concurrence entre eux, mis en concurrence avec d'autres options dans le cadre de la dotation horaire globale des établissements. C'est-à-dire que chaque établissement, pour son fonctionnement, reçoit un cadeau, si l'on peut dire, un nombre d'heures globales qu'il faut répartir entre toutes les matières. Mais cette dotation est insuffisante. Il va donc s'agir de choisir les matières sur lesquelles on va rogner. Et donc les règlements vont être foulés aux pieds et les horaires officiels ne vont plus être respectés. Ou bien en latin et en grec, des niveaux différents sont regroupés dans la même classe. On regroupe des 4e et des 3e, des premières et des terminales. Les cours de latin et de grec sont mis à des heures dissuasives, de 17h à 18h chaque soir. Ou bien le samedi matin de 11h à 12h. Enfin, beaucoup de postes de professeurs sont supprimés. Et les rectorats également ont une politique qu'il est difficile de définir parce que elle varie d'une académie à l'autre. Certains rectorats instaurent des quotas en dépit des inscriptions. Par exemple, ils décident de n'ouvrir qu'un seul groupe de latin en 5e, pour 25 élèves, et si 35 demandent, les établissements demandent aux professeurs de choisir les élèves à qui on interdira de commencer le latin, parce qu'il faudrait autrement ouvrir un second groupe. Les rectorats ferment également des sections dans nombre de collèges et de lycées, mais les raisons invoquées sont toutes disparates. Ou bien les rectorats contraignent les établissements publics à assurer seulement les enseignements obligatoires, c'est-à-dire qu'il ne reste plus d'options. Le latin et le grec sont touchés, et les langues que M. Darcos appelle rares, les 3e langues vivantes, italien, chinois, russe, les options ne sont pas toujours assurées. La fermeture de ces options a bien sûr au passage causé l'effondrement de la série littéraire qui est fondée aux 2/3 sur des options. Plus on ferme d'options, moins bien sûr on aura d'élèves dans cette filière. Et enfin, pour terminer le tableau, le ministère justifie les fermetures puisqu'il prétexte la faiblesse des effectifs et c'est sûr qu'à force de dire aux élèves de ne pas faire de langue ancienne, on aura des effectifs faibles. Le ministère prend le prétexte de cette baisse d'effectifs pour fermer à son tour d'autres sections. Évidemment, ici, on nuit à l'égalité des chances et à l'équité républicaine. Parce qu'on vient de le voir, l'étude des langues anciennes aide les élèves en difficulté. On l'a vu pour le lexique, on l'a vu également pour la grammaire. Plus on leur explique leur langue maternelle, plus on leur donne des détours capables de mieux expliquer, plus on les aide. Mais dans les zones dites prioritaires, qui évidemment ne le sont pas,
Les expérimentations de latin-grec thérapeutique, c'est-à-dire des cours de latin et de grec, qui avaient été faits spécialement pour des élèves en difficulté et qui les avaient mis en demeure de se réapproprier peu à peu la langue française, ces expériences ont été supprimées. Il s'agit dans ce cas-là, bien sûr, d'un malthusianisme d'État. Et on crée là un nouvel élitisme, alors qu'on a toujours reproché aux professeurs de langues anciennes d'être élitistes. Bien sûr, c'est le contraire, puisqu'ils veulent enseigner. Et ce nouvel élitisme est bien plus efficace, bien plus insidieux que les réflexes bourgeois. La nouvelle tendance, c'est des projets de pôles. Alors, dans des pôles, on va réserver l'étude du latin et du grec à certains établissements de grandes villes, ou même quelquefois à l'enseignement privé, dans certaines académies. Et à côté, il y aura des déserts intellectuels inégalitaires et antidémocratiques. Alors, pour désarmer les oppositions et empêcher le débat, le cabinet de Luc Ferry avait appelé ce projet une politique volontariste d'implantation. Mais ici, bien sûr, implanter veut dire fermer. Et pour brouiller le débat aussi, en inversant le sens des mots, Monsieur de Godemar, celui qui actuellement prépare la réforme du lycée, il a accusé les professeurs qui réclamaient la réouverture de sections fermées, il les a accusés de dérive élitiste, alors qu'il s'agissait justement d'ouvrir l'enseignement des langues anciennes à tous. Pourtant, la demande sociale est là, mais elle est constamment découragée. 20% des élèves de 5e réclament d'apprendre le latin. C'est la seconde langue enseignée en France. Mais la pression libérale, la pression idéologique est la plus forte. En réalité, ces débutants de 5e vont être par la suite empêchés d'entreprendre ou de poursuivre l'étude du latin et du grec. Et l'enseignement des langues anciennes est à un autre carrefour, car sur elle pèse la pression européenne. En effet, ce n'est plus l'État qui fixe les structures d'enseignement, mais les instances européennes. Or, le contenu du socle commun des connaissances et des compétences qu'elles ont fixées exclut le latin et le grec, et surtout l'idéal intellectuel qui présidait à leur place précoce dans un cursus scolaire. Alors que le latin pour l'Europe a été longtemps une langue des échanges intellectuels jusqu'au XVIIIe siècle. Alors il ne s'agit pas bien sûr ici de vouloir ressusciter un monde disparu, mais cette présence du latin en Europe était destinée à conserver le plus longtemps possible la possibilité d'une langue complexe qui puisse permettre d'exprimer la pensée et les sciences. Les langues vernaculaires, à l'époque, étaient encore trop pauvres. Et tant que le latin a été plus riche que ces langues, il a été conservé comme langue de culture. Et cette perspective est maintenant complètement oubliée. Pourquoi ? C'est parce que les instances européennes ne demandent pas d'assurer une formation d'esprit autonome des élèves qui seraient auteurs de leur propre pensée. Mais il faut satisfaire les demandes économiques de l'OCDE. Les individus doivent devenir maintenant des outils humains du commerce international. Je cite la table ronde des industriels européens. L'éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique. Dans ce but, la liaison entre les connaissances doit être rompue au profit de compétences juxtaposées censées répondre aux besoins codifiés de, je cite toujours cette langue, l'employabilité. Mais le risque est grand. Samuel Joshua le dit très bien, un spécialiste des sciences de l'éducation. Il est clair que le succès de ce mouvement mettrait gravement en cause la nécessité de l'école. L'idée peut en effet dans ces conditions s'installer que l'école fera toujours trop de culture, que les savoirs liés à des œuvres humaines considérées comme importantes dans le passé sont de moins en moins utiles. Ceci agit comme une des remises en cause les plus brutales que l'on puisse imaginer de la présence même à l'école de savoirs formels socialement reconnus. Le bénéfice intellectuel irremplaçable, scientifique et politique des langues anciennes devrait au contraire conduire à en faire au collège un complément obligatoire de l'enseignement du français. Au lycée, d'une part un enseignement obligatoire du cursus littéraire, d'autre part une matière optionnelle ouverte à toutes les autres séries. Il n'y a aucune raison de les cantonner à la série littéraire, le tout constamment placé sous l'autorité de l'État, seul à même de définir et de garantir un savoir désintéressé. Sans sursaut, à l'échelon national,
sans renégociation à l'échelon européen, l'émancipation des esprits pourtant inscrite dans les principes républicains sera révolue. L'idée même d'école aura changé de sens, la culture de contenu. Pourtant, on peut affirmer que si l'éducation doit assurer un service rendu, ce n'est pas à l'économie, mais à l'humanité, en chacun de nos élèves. Je vous remercie. Merci beaucoup Agnès Jost pour cette défense et illustration très argumentée des humanités classiques. Nous allons prendre quelques questions, peu, parce que à cause nous avons laissé l'amphithéâtre à 20h. Voilà. Oui. Oui, Bonsoir. Entre le grec ancien et le grec moderne, est-ce qu'il y a une grande différence ? D'abord, premier point, je ne connais le grec moderne que extérieurement, mais le grec moderne, c'est simplifié. Par exemple, au niveau de la déclinaison, il ne reste plus les cas anciens. Le vocabulaire, évidemment, a évolué, et la prononciation énormément. En revanche, quand un professeur de grec va en Grèce, au bout de 2 à 3 jours, le temps de se familiariser, il peut saisir une partie de ce qu'on lui dit. Merci. Madame, pour moi, les humanités, c'est l'étude du processus de humanisation de l'humain. Et ce n'est pas la défense uniquement de l'enseignement du latin ou du grec. Le processus de humanisation de l'humain, c'est axé sur les comportements anthropologiques, sociologiques, historiques. Donc, ma question, pourquoi est-ce que vous avez intitulé la conférence « Il faut défendre les humanités ». Pourquoi défendre les humanités? Je voudrais que vous puissiez m'illustrer. Merci. Oui. Le titre de la conférence m'a été proposé par Yves Michaud. Le titre est resté tel que. Et lorsqu'il m'a contacté, son désir était de parler en tant que professeur du secondaire de l'utilité ou de l'intérêt de l'étude, c'était sa commande, du latin et du grec dans l'enseignement. Et la question de l'humanité, pourquoi englober? Oui, mais dans un cadre scolaire, on n'a que quelques années à partager avec les élèves. Le meilleur moyen de leur faire appréhender l'humanité, c'est de les faire travailler sur la langue. Je croyais avoir expliqué que le lexique, par exemple, ou le problème de la traduction, les faisait en fait accéder à certaines conceptions de l'humain qui ne sont plus les nôtres ou qui peuvent encore être les nôtres si on les considère encore comme proches de nous. Je vais apporter une petite précision. Tout d'abord, les humanités, il faut les entendre là, au sens où effectivement, il y a une vingtaine d'années, les élèves faisaient leurs humanités. C'était un enseignement de la culture ancienne. Et le premier titre du cycle de conférences s'intitulait « Quelles humanités pour quel humanisme aujourd'hui ?» C'est-à-dire, quels enseignements de la culture ancienne et classique pour former l'homme d'aujourd'hui et de demain. Quelles racines? Et puis, on s'est rendu compte que ce titre posait un problème à la compréhension des jeunes d'aujourd'hui, car le terme « quelles humanités », ils le prenaient au sens sociologique et non pas au sens de référence de culture ancienne. Donc, on a inversé
le titre, mais le sujet du cycle de conférences, à la base, c'est bien ça. C'est quel enseignement classique et des textes anciens doit-on garder? Servent-ils à quelque chose aujourd'hui pour créer l'honnête homme du XXIe siècle? Mais la réalité nous a un peu dépassés sur la compréhension du titre. Une autre question? Oui, allez-y. Oui, pourriez-vous nous donner quelques indications chiffrées sur actuellement le nombre de classes ou le nombre d'élèves qui étudient le latin et le grec, et si on pouvait les comparer il y a, je sais pas, 20 ans, 30 ans, est-ce que la décroissance est vraiment si importante que ça? Alors, il faut distinguer le latin et le grec, d'autant plus que le grec a changé de statut entre-temps. Vous parlez de 20 ou 30 ans. Mais à ce moment, le latin se commençait en sixième et ensuite le grec en quatrième. En 97 est intervenue une réforme qui a fixé les débuts du latin en cinquième, à raison de 2 heures par semaine, et le grec a été repoussé au début de troisième. Donc il devient difficile de comparer des chiffres. Sur quelques années, on voit que la demande, j'y ai fait allusion, la demande sur le latin en cinquième reste relativement stable. Mais ensuite, la déperdition, je crois avoir évoqué les raisons qui la créent, la déperdition s'accélère et au lycée, le passage du collège au lycée crée une déperdition très forte. Et c'est surtout l'absence des sections dans beaucoup de lycées qui fait que les élèves interrompent. Ils ne trouvent pas dans le lycée de leur secteur la suite de la continuité de l'enseignement en langue ancienne. Bien, nous allons arrêter là et remercier Agnès Jost.